15 avril 1945, Bergen-Belsen. Herta Ehlert observe les premiers chars britanniques franchir les portes du camp, et ses mains tremblent. Pas de peur, elle s'attendait à la peur, elle s'attendait à la violence, aux exécutions sommaires, au viol que la propagande lui avait promis. Mais ce qui la terrifiait maintenant, debout dans son uniforme gris de gardienne SS, c'était quelque chose de bien plus déstabilisant. Les hommes qui descendaient de ces véhicules, propres, disciplinés, leurs uniformes impeccables malgré des semaines de combat, ne ressemblaient en rien aux bêtes sauvages qu'on lui avait décrites. Un soldat britannique croise son regard, et au lieu de la rage qu'elle anticipait, elle ne voit que du dégoût professionnel, contrôlé. Il détourne les yeux, non pas parce qu'elle l'intimide, mais parce qu'elle le répugne. Avant de continuer, si vous appréciez ce genre de récits historiques approfondis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pendant 12 ans, le régime nazi avait construit une image précise de ses ennemis. Les soviétiques étaient des hordes asiatiques sous-humaines. Les Américains, un mélange racial dégénéré. Les Britanniques, des plutocrates décadents, incapables de vraie discipline militaire. Les femmes allemandes, particulièrement celles servant le Reich dans ses camps et ses institutions, avaient absorbé cette propagande comme une vérité fondamentale. Elles savaient ce qui les attendait si l'ennemi gagnait. On le leur avait dit dans chaque discours, chaque affiche, chaque film d'actualité. La défaite signifierait l'humiliation, la brutalité, la destruction de tout ce qu'elles connaissaient. Puis vint le printemps 1945, et avec lui la réalité. Herta Ehlert avait 24 ans quand elle rejoignit les SS Elferinen en 1942. Fille d'un cheminot de Berlin, elle cherchait un salaire stable, une position respectable. Les SS offraient les deux. On l'envoya d'abord à Ravensbrück pour formation. 3 semaines d'instruction sur le maintien de l'ordre, l'application des règlements, la nécessité de la dureté face aux ennemis du Reich. Ses instructrices, des femmes plus âgées avec des années d'expérience, lui expliquèrent la nature de son travail. Les prisonnières étaient des criminels, des politiques, des asociales. Elles méritaient leur sort. La pitié était une faiblesse. Elle crut tout cela. Pourquoi n'aurait-elle pas cru? C'était sa nation, son gouvernement, ses supérieurs qui parlaient. À Ravensbrück, puis à Bergen-Belsen, où on la transféra en 1943, Herta devint ce qu'on attendait d'elle. Elle frappait les prisonnières trop lentes. Elle refusait les rations aux malades. Elle sélectionnait les femmes pour les transports vers l'Est, sachant vaguement ce que cela signifiait, mais ne posant jamais de questions. Le doute était dangereux. L'obéissance était sûre. Et tout ce temps, la propagande continuait. Les affiches dans les baraquements du personnel montrèrent des soldats soviétiques avec des traits simiesques, des mains griffues, tendues vers des femmes allemandes terrifiées. Les actualités cinématographiques décrivèrent les bombardiers américains comme des criminels de guerre, leurs équipages comme des gangsters et des noirs primitifs. Quand les nouvelles du front devinrent mauvaises, la Normandie, puis la Belgique, puis le Rhin, les avertissements s'intensifièrent. Si les Alliés gagnaient, les femmes allemandes subiraient des horreurs indicibles. Mieux valait mourir que tomber entre leurs mains. Herta y croyait. Toutes y croyaient. Bergen-Belsen, en avril 1945, était devenu un charnier. Conçu initialement comme camp d'échange pour prisonniers de valeur, il s'était transformé en dépotoir humain alors que les nazis évacuaient les camps de l'Est devant l'avancée soviétique. Des dizaines de milliers de prisonniers arrivèrent dans des trains de marchandises, déjà mourants. Le typhus se répandit. Les rations disparurent. Les corps s'accumulèrent. 10 000, 20 000, 30 000 cadavres empilés entre les baraquements. Le commandant Joseph Kramer continua d'appliquer les règlements. Les gardiennes SS Herta parmi elles continuèrent leur routine. Appel, punition, sélection. Puis, le 15 avril, les Britanniques arrivèrent. La 11e division blindée britannique s'approchait depuis des jours. Les gardiennes entendaient l'artillerie, voyaient la fumée. Kramer négocia une trêve. Le camp serait remis intact pour éviter la propagation du typhus. Mais personne n'expliqua cela aux gardiennes. Elles s'attendaient à une bataille, puis à l'exécution. Certaines tentèrent de fuir. Herta resta, paralysée par l'indécision. Où irait-elle? L'Allemagne s'effondrait. Mieux valait peut-être affronter ce qui venait. Ce qui vint était le brigadier Glyn Hughes, officier médical en chef, et ses hommes. Herta les observa franchir les portes, et son esprit se figea. Ces hommes, ces Britanniques qu'on lui avait décrits comme décadents, faibles, incapables de vraie discipline militaire, avançaient avec une précision mécanique.
Leurs uniformes étaient propres, leurs armes impeccables, leurs visages durs mais contrôlés. Pas de hurlements, pas de chaos, pas de violence immédiate. Ils se déployèrent méthodiquement, sécurisant le périmètre, établissant des points de contrôle. Un officier aboya des ordres. Les soldats obéirent instantanément. C'était la discipline que les SS prétendaient incarner, mais réelle, fonctionnelle, sans la cruauté théâtrale. Puis les soldats virent les corps. Herta observa un jeune soldat britannique, peut-être 19 ans, s'arrêter net devant un tas de cadavres. Son visage devint blanc. Il se retourna et vomit. Un sergent s'approcha, posa une main sur son épaule, dit quelque chose à voix basse. Le soldat s'essuya la bouche, se redressa, continua. Professionnel malgré l'horreur. Autre soldat offrit sa gourde à une prisonnière squelettique qui rampait vers lui. Elle but avidement. Il ne recula pas, ne montra pas de dégoût pour son état. Il appela un médecin. Herta sentit quelque chose se fissurer dans sa compréhension du monde. Le brigadier Hughes ordonna le rassemblement de tout le personnel SS. Herta se joignit aux autres gardiennes. Environ 50 femmes en uniforme gris, certaines à peine sorties de l'adolescence. Elles se tinrent en rang, attendant l'exécution. Hughes les regarda longuement. Son expression était illisible. Puis il parla, son interprète traduisant en allemand. « Vous allez nous aider à nettoyer ce que vous avez créé. Vous allez porter les corps. Vous allez nourrir les survivants. Vous allez travailler jusqu'à ce que chaque victime soit enterrée dignement. Ensuite, vous serez jugés. Pas d'exécution sommaire, pas de violence, juste la justice. Froide, méthodique, inévitable. » Irma Grez, 22 ans, se tenait à côté d'Herta. Irma était célèbre dans le camp, belle, cruelle, portant toujours son pistolet et son fouet. Les prisonnières la surnommaient « l'ange blonde de la mort ». Elle avait battu des femmes à mort pour le plaisir. Maintenant, elle fixait les soldats britanniques avec une expression étrange. Pas de peur. Irma ne montrait jamais la peur, mais quelque chose d'autre. De la confusion, peut-être. Ces hommes ne correspondaient pas au script. Un soldat britannique noir passa près du groupe de gardiennes. Plusieurs femmes le fixèrent, bouche ouverte. La propagande leur avait montré des caricatures grotesques, des hommes à peine humains, sauvages, dangereux. Cet homme portait l'uniforme britannique avec la même précision que ses camarades blancs. Il marchait avec la même discipline. Quand il croisa le regard d'Herta, elle vit la même chose que chez les autres, du dégoût professionnel, mais pas de sauvagerie. « On nous a menti », murmura une jeune gardienne près d'Herta. Tout était un mensonge. Le premier jour, les Britanniques forcèrent les gardiennes SS à entrer dans les baraquements où les survivants mouraient encore. Herta avait traversé ces bâtiments des centaines de fois, mais toujours avec le détachement d'un gardien. Les prisonnières étaient des numéros, des problèmes logistiques, pas des personnes. Maintenant, un soldat britannique la poussa à l'intérieur et lui ordonna de regarder vraiment. Les corps vivants étaient pires que les morts, des femmes réduites à des squelettes couverts de peau, des yeux énormes dans des visages creusés, des mains tendues, suppliant pour de l'eau, de la nourriture, de l'aide. L'odeur, excréments, maladie, mort, était suffocante. Herta porta sa main à son visage. Le soldat la baissa brutalement. « Regardez ce que vous avez fait. Regardez-les. » Elle regarda. Une femme, peut-être 30 ans mais paraissant 60, la fixait. Pas avec haine, avec quelque chose de pire, une question muette. Pourquoi ? Herta n'avait pas de réponse. Le soldat britannique s'agenouilla près de la femme, lui parla doucement en anglais. Il lui offrit de l'eau, quelques gouttes à la fois pour ne pas la tuer avec la gentillesse. La femme but, ses yeux ne quittant jamais le soldat. Puis elle sourit, un sourire terrible, brisé, mais réel. Herta réalisa qu'elle n'avait jamais vu une prisonnière sourire. En 3 ans à Bergen-Belsen, pas une seule fois. Les jours suivants devinrent une descente dans un enfer différent de celui qu'elle avait imaginé. Les Britanniques organisèrent les opérations de secours avec une efficacité militaire. Des équipes médicales arrivèrent. Des cuisines de campagne furent installées. Les bulldozers creusèrent des fosses communes massives. Et les gardiennes SS furent mises au travail. Herta porta des corps, des dizaines, puis des centaines. Certains étaient si légers qu'ils semblaient une homme vide. D'autres, gonflés par la maladie, étaient lourds et grotesques. Ses mains se couvrirent de cloques. Son dos hurla. Elle vomit plusieurs fois. Les soldats britanniques ne montrèrent aucune pitié. Quand elle ralentissait, ils l'encouragèrent à continuer. Pas avec brutalité, avec une froideur implacable. Un sergent britannique, la quarantaine, des rides profondes autour des yeux,
supervisa son groupe. Il ne cria jamais, ne frappa jamais. Il observait simplement, s'assurant qu'elles accomplissaient le travail. Une fois, Herta trébucha sous le poids d'un cadavre. Le sergent ne l'aida pas à se relever. Il attendit qu'elle se redresse seule, puis indiqua la fosse. « Continue. Pourquoi ne nous tuez-vous pas simplement ?» demanda Irma Grese lors du 3e jour, sa voix toujours arrogante malgré l'épuisement. Le sergent la regarda longuement. « Parce que nous ne sommes pas vous. » Cette réponse, simple, dévastatrice, résuma tout. Les Britanniques n'étaient pas les monstres décrits par la propagande. Ils étaient pires pour les gardiennes, d'une certaine façon, parce qu'ils étaient humains, professionnels, disciplinés, capables d'une compassion que les gardiennes n'avaient jamais montrée, mais aussi capables d'une justice froide et inévitable. Les survivants réagirent différemment aux soldats alliés. Certains se recroquevillèrent, terrifiés par tout uniforme. D'autres tendirent sur les mains, suppliants. Beaucoup pleurèrent simplement. Mais tous, absolument tous, remarquèrent là la différence entre leur libérateur et leur geôlier. Anita Lasker-Wallfish, violoncelliste juive de 19 ans qui avait survécu grâce à son talent musical, observa les soldats britanniques avec un mélange d'incrédulité et d'espoir fragile. Elle avait vu les gardiennes SS tous les jours pendant des mois, leur cruauté désinvolte, leur indifférence à la souffrance. Maintenant, elle voyait des hommes en uniforme traiter les prisonnières avec douceur, apporter de la nourriture, des médicaments, des couvertures. Ils nous parlaient comme à des personnes, se souviendrait-elle plus tard. C'était si étrange après tant de temps. Ils nous regardaient dans les yeux. Les soldats britanniques, pour leur part, luttaient avec ce qu'ils voyaient. Beaucoup avaient combattu depuis la Normandie. Ils avaient vu la mort, la destruction, les horreurs de la guerre. Mais Bergen-Belsen était différent. C'était l'industrialisation de la cruauté, la bureaucratisation du meurtre. Et les femmes en uniforme gris qui avaient supervisé cela semblaient si ordinaires. Un jeune soldat, Derek Sington, écrivit dans son journal « Les gardiennes SS sont les créatures les plus troublantes. Elles ne sont pas des monstres physiques. Certaines sont jolies. Elles parlent de leur famille, de leurs espoirs. Puis on réalise ce qu'elles ont fait, jour après jour, et on ne comprend plus rien à la nature humaine. » Le 5e jour, les Britanniques organisèrent une cérémonie. Les gardiennes SS furent forcées de se tenir au bord des fosses communes massives, des tranchées contenant des milliers de corps. Un aumônier militaire britannique récita des prières. Des soldats saluèrent. Le silence était absolu. Herta regarda dans la fosse. Des corps empilés, des membres entremêlés, des visages figés dans l'agonie. Elle les avait mis là, elle et les autres, jour après jour, pendant des années, créant cette montagne de morts avec la même routine qu'un travail de bureau. Un survivant, un homme juif polonais squelettique qui tenait à peine debout, s'approcha du bord de la fosse. Il regarda longuement, puis se tourna vers les gardiennes. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Herta. Elle s'attendait à de la haine. Elle vit quelque chose de plus complexe, une tristesse profonde, une incompréhension. Comment des êtres humains avaient-ils pu faire cela à d'autres êtres humains? Herta n'avait pas de réponse. Elle réalisa qu'elle n'avait jamais posé la question. Les soldats américains arrivèrent une semaine plus tard, des unités de liaison, des photographes, des officiers de renseignement. Leur présence créa une nouvelle onde de choc parmi les gardiennes allemandes. Si les Britanniques avaient démoli les mythes sur la décadence et la faiblesse, les Américains pulvérisèrent toute la structure de la propagande nazie. Ils étaient énormes, bien nourris, musclés, débordant de santé et de vitalité. Leurs uniformes étaient impeccables. Leur équipement, jeeps brillantes, appareils photo sophistiqués, rations abondantes, témoignaient d'une richesse industrielle que l'Allemagne n'avait jamais possédée. Et parmi eux, des soldats noirs, portant le même uniforme, conduisant les mêmes véhicules, traités comme des égaux par leurs camarades blancs. La propagande nazie avait décrit l'Amérique comme une nation mongrelisée, affaiblie par le mélange racial, incapable de vraie discipline militaire. Ces hommes, blancs, noirs, latinos, travaillaient ensemble avec une efficacité qui faisait honte aux prétentions de supériorité aryenne. Un photographe américain noir, peut-être 25 ans, installa son équipement près du groupe de gardiennes. Plusieurs femmes le fixèrent ouvertement. Il les ignora complètement, concentré sur son travail. Il photographia les survivants avec respect, s'agenouillant pour être à leur niveau, leur parlant doucement, même s'ils ne comprenaient pas l'anglais. Puis il photographia les gardiennes, des clichés froids, documentaires, les capturant pour l'histoire. Quand il eut terminé, il regarda directement Irma Grese. Elle le défia du regard,
son arrogance intacte. Il secoua la tête presque avec pitié et s'éloigna. « Même lui nous méprise, » murmura une gardienne. « Même les Noirs américains nous regardent comme de la vermine. » La réalisation était dévastatrice. Les sous-hommes, de la propagande nazie, les Noirs, les Slaves, les races inférieures, les traitèrent avec plus d'humanité qu'elles n'en avaient jamais montré. La hiérarchie raciale qui avait structuré leur vision du monde s'effondrait face à la simple décence de ces hommes. Un soldat américain, un lieutenant juif de New York nommé Samuel Goldberg, fut assigné à interroger certaines gardiennes. Il parlait allemand couramment, héritage de ses grands-parents. Quand Hertha apprit qu'il était juif, elle sentit un frisson de peur. Sûrement, il serait brutal, vengeur. Goldberg s'assit en face d'elle dans une tente d'interrogatoire. Il ouvrit un dossier, examina des papiers, puis il la regarda. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. Hertha ouvrit la bouche. Les excuses habituelles, les ordres, la nécessité, l'ignorance, sonnaient creuses, même à ses propres oreilles. Elle ferma la bouche. « Vous aviez un choix, » continua Goldberg, sa voix calme. « À chaque instant, vous aviez un choix. Frapper ou ne pas frapper, affamer ou nourrir, tuer ou épargner. Vous avez choisi. Encore et encore, vous avez choisi. » « On nous disait que c'était nécessaire, » murmura Hertha. « Pour la patrie, pour la victoire. » « Et vous l'avez cru ?» Goldberg se pencha en avant. « Vous avez cru que battre des femmes affamées aidait l'Allemagne à gagner la guerre ? Vous avez cru que laisser des enfants mourir de typhus était patriotique ?» Hertha ne répondit pas. Que pouvait-elle dire ? La vérité était plus simple et plus horrible. Elle l'avait fait parce que c'était facile, parce que tout le monde le faisait, parce que remettre en question aurait été dangereux, parce qu'elle n'avait jamais vraiment considéré les prisonnières comme des personnes. Goldberg referma le dossier. « Vous serez jugé. Un tribunal décidera de votre sort. Pas moi, pas par vengeance, mais par la loi. C'est la différence entre nous et vous. » Cette phrase, « la différence entre nous et vous », hanta Hertha. Elle l'entendit encore et encore dans les semaines suivantes, dans les actions des soldats britanniques qui soignaient les survivants avec tendresse, dans la patience des médecins militaires qui travaillaient jour et nuit pour sauver des vies, dans la justice méthodique des officiers qui documentèrent les crimes pour les futurs procès. La différence n'était pas raciale, comme la propagande l'avait prétendu. C'était moral. Les procès commencèrent en septembre 1945 à Lüneburg. 45 accusés, dont Hertha Ehlert, Irma Grese et Joseph Kramer. Le tribunal était britannique. Juges militaires, procureurs méticuleux, défenseurs assignés. Tout était enregistré, documenté, légal. Les gardiennes s'assirent dans le box des accusés, portant des vêtements civils fournis par leur geôlier. Elles écoutèrent les témoignages des survivants. Des femmes qu'elles avaient battues identifièrent leurs tortionnaires avec précision. Des hommes qu'elles avaient affamés décrivirent leurs actions en détail. Les preuves s'accumulèrent. Des montagnes de documents, de photographies, de témoignages. Irma Grese resta arrogante jusqu'à la fin. Elle nia, minimisa, accusa les prisonnières de mentir. Le tribunal l'écouta poliment, examina les preuves et la condamna à mort. Elle fut pendue le 13 décembre 1945, à 22 ans. Hertha Ehlert reçut 15 ans de prison. Elle survécut, fut libérée en 1953, vécut jusqu'en 1997. Elle ne parla jamais publiquement de Bergen-Belsen. Mais dans les années qui suivirent la libération, quelque chose changea dans le discours des anciennes gardiennes, celles qui survécurent au procès, qui purgèrent leur peine, qui retournèrent à la vie civile. Elles portaient toutes le même fardeau. Pas seulement la culpabilité pour leurs crimes, bien que celle-ci fût réelle, mais quelque chose de plus fondamental. Elles avaient vu leurs victimes traitées avec humanité par les hommes qu'on leur avait appris à mépriser. Elles avaient vu la décence là où on leur avait promis la barbarie. Elles avaient vu la justice là où elles attendaient la vengeance. Et cette vision avait détruit le dernier pilier de leur idéologie. Si la propagande nazie avait menti sur les Alliés, sur leur faiblesse, leur décadence, leur nature sous-humaine, alors sur quoi d'autre avait-elle menti ? Sur la nécessité des camps, sur la menace juive, sur la supériorité aryenne, sur tout. Le monde qu'elles avaient reconnu, structuré, hiérarchisé, certain de sa rectitude, s'était effondré. Pas à cause de la défaite militaire, mais à cause de quelque chose de plus simple et de plus dévastateur. Leurs ennemis s'étaient révélés meilleurs qu'elles, plus disciplinés, plus humains, plus justes. Cette réalisation était, d'une certaine façon, la punition la plus sévère. Des années plus tard,
un journaliste interrogea une ancienne gardienne de Bergen-Belsen, pas Hertha, une autre femme qui avait reçu une peine similaire. Il lui demanda ce qui l'avait le plus marqué de toute l'expérience. Elle réfléchit longuement. « Les soldats britanniques », dit-elle finalement, « leur gentillesse envers les prisonnières, leur professionnalisme envers nous. On nous avait dit qu'ils seraient des bêtes sauvages. Ils étaient humains, vraiment humains. Et cela a rendu ce que nous avions fait infiniment pire, parce que nous ne pouvions plus nous cacher derrière l'idée que tout le monde aurait fait pareil. Ils nous ont montré que non, qu'il y avait un choix, qu'il y avait toujours eu un choix. » Le silence qui suivit cette déclaration en disait plus que 1000 mots. Bergen-Belsen fut finalement brûlé par les Britanniques en mai 1945. Les baraquements infestés de typhus furent aspergés d'essence et incendiés. Les survivants qui pouvaient marcher regardèrent les flammes consumer le lieu de leur torture. Les soldats britanniques se tinrent au garde-à-vous alors que la fumée montait dans le ciel allemand. Les gardiennes, détenues à proximité en attendant leur procès, regardèrent aussi. Certaines pleurèrent, pas pour les victimes, mais pour elles-mêmes, pour la fin de leur monde. D'autres restèrent stoïques, refusant de montrer de l'émotion. Hertha Ehlert regarda les flammes et pensa aux soldats britanniques qui les gardaient. Disciplinés, professionnels, humains. « On n'a jamais vu des hommes comme ça, » murmura une gardienne près d'elle. C'était vrai. Qu'elle n'avait jamais vu des hommes comme ça. Des hommes qui incarnaient la discipline sans cruauté, la force sans barbarie, la justice sans vengeance. Des hommes qui prouvaient, par leur simple existence et leurs actions, que tout ce qu'on leur avait enseigné était un mensonge. Et cette vérité, plus que n'importe quelle sentence judiciaire, était la condamnation finale. Non pas parce qu'elle les punissait, mais parce qu'elle leur retirait la dernière excuse. Elles ne pouvaient plus prétendre que tout le monde aurait agi comme elles. Elles ne pouvaient plus se cacher derrière l'idée que leurs ennemis étaient pires. Elles ne pouvaient plus justifier leur choix par la nécessité ou la peur. Elles avaient vu une meilleure façon d'être humains, et elles avaient choisi l'autre voie. Les flammes de Bergen-Belsen brûlèrent pendant des jours. La fumée fut visible à des kilomètres, et quand finalement les dernières braises s'éteignirent, il ne resta rien du camp, juste de la cendre et de la terre brûlée. Mais les leçons de ce lieu, sur la nature humaine, sur les choix moraux, sur la différence entre la propagande et la réalité, survivraient, gravées dans les mémoires des survivants, documentées dans les procès, et portées, que cela leur plaise ou non, par les gardiennes qui avaient vu leur certitude s'effondrer face à la décence de leurs ennemis. Elles n'avaient jamais vu des hommes comme ça, et cette vision avait changé tout.